Fresh Morning. Da Fresh Morning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Jean-Paul, ça chauffe au State, hein? Oui, On se croirait dans un pays africain. Ben, c'est justement George W. Bush, hier, dans un... George W. Bush. Le dernier président républicain avant Donald Trump avait tweeté que justement que ce qui s'est produit au Capitole ne s'était pas produit dans leur Amérique, ça s'était produit dans une république bananière. Il a vraiment employé le terme de république bananière. C'est pour dire combien de fois évidemment même dans le camp... Est-ce qu'on peut reprendre l'expression de Donald Trump qui disait « shithole country » ? Tu te souviens ? Oui. Quand il disait que les pays africains, là, des gens qui c'était des shithole country. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, chez eux, oui, là tout aussi, à fait, parce que c'est exactement ce type de comportement-là qui s'est produit à la stupéfaction du monde entier, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les Américains se sont toujours considérés comme étant des personnalités vertueuses sur le plan de la démocratie, que ce sont toujours des exemples en matière de fonctionnement des institutions, que les citoyens américains sont parmi les plus respectueux, notamment de l'ordre et de la loi. Hein. Et justement, le Parti républicain s'est toujours targué d'être un parti qui est le parti de l'ordre, le parti de la loi et de l'ordre. Hein, c'est une expression qui était née de Richard Nixon dans les années 70 pour évidemment montrer que, à la différence des démocrates qui sont des progressistes, eh ben, les républicains, eux, sont farouchement attachés à leurs institutions. Donc il y a deux choses qui se sont produites en réalité mercredi. Il y a d'abord l'aspect à laquelle tu fais allusion, c'est-à-dire évidemment ces troupes-là, des manifestants pro-Trump chauffés à blanc, hein, il ne faut pas l'oublier, tout s'est passé le mercredi dans la zone dite du Mall, toi tu connais, hein, avec Gina, c'est non loin du Capitole. Eh bien, Donald Trump a tenu un meeting et à la fin de son meeting, il a dit qu'il ne reconnaîtrait jamais cette défaite et qu'il ne se laisserait jamais voler sa victoire. Et donc il a demandé à ses partisans d'aller empêcher justement que ne disparaisse leur Amérique, l'Amérique qu'ils chérissent tant. Donc il fallait qu'ils empêchent la certification de l'élection qui a vu la victoire de Joe Biden. Il faut savoir que dans le processus électoral, la certification était l'étape ultime qui précédait justement la prestation de serment qui aura lieu le 20 janvier prochain. Et donc après plus de 60 actions menées en justice, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral, toutes les actions de justice ont été perdues. À chaque fois que les élus républicains qui soutiennent Donald Trump, y compris lui-même ou ses proches, qui ont dit qu'il y avait eu des fraudes massives, il n'y a jamais eu la preuve manifeste d'une quelconque fraude aux États-Unis. On a découvert par exemple lundi de manière tout à fait avec stupéfaction qu'il avait appelé le secrétaire d'État en charge de l'élection en Géorgie pour lui demander de lui trouver 11 790 voix, donc une voix de plus pour inverser les résultats de l'élection en Géorgie. Et en même Géorgie, évidemment, où les républicains ont perdu les 2 sièges du Sénat qu'ils tenaient depuis 1992. Et évidemment, certains élus locaux estiment que cette perte-là de ces 2 sièges cruciaux au Sénat est due au fait justement de la politique de Donald Trump. Et donc, maintenant, il reste à peu près 11 jours à Donald Trump avant cette passation, même s'il n'a toujours pas dit de manière officielle qu'il reconnaissait avoir perdu l'élection, mais il reconnaît au moins que son mandat doit s'achever le 20 janvier et qu'il doit maintenant s'atteler à préparer une transition sans accroc. Est-ce que tu penses que s'il est tenu responsable de ces événements, il pourrait être poursuivi en justice? Absolument. Il pourrait être poursuivi. Maintenant, il y a 2 choses. Enfin, il y a 3 possibilités. Il y a la possibilité que Joe Biden lui-même désigne un procureur spécial pour évidemment enquêter sur les événements du Capitole et éventuellement
déterminer les responsabilités et éventuellement, si c'est lui qui le fait, les partisans de Donald Trump vont forcément analyser cela comme étant une volonté de la part de Joe Biden et de poursuivre Donald Trump, mais cela pourrait être contre-productif sur le plan politique parce que Donald Trump a encore de nombreux soutiens, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Or, Joe Biden veut être un président rassembleur, il veut être le président de l'apaisement. Et donc pour lui, ce serait particulièrement contre-productif qu'une fois qu'il ait pris le pouvoir, qu'il s'attaque directement à Donald Trump. Ça, c'est la première éventualité. La deuxième, c'est que le secrétaire d'État en charge de la justice qu'il désigne, qui est le procureur fédéral, le procureur général fédéral, puisse lui diligenter une enquête justement pour déterminer, toujours dans le cadre de ces violences au Capitole-là, des responsabilités. Et là, bien entendu, la responsabilité de Joe Biden ne serait pas engagée directement parce qu'évidemment, dans le système américain, le secrétaire d'État à la justice est indépendant de son supérieur de la Maison-Blanche, auquel il rend certes des comptes, mais il n'est pas obligé en matière de justice, d'obéir à des injonctions de poursuite judiciaire. Donc, si le procureur général fédéral, donc le ministre de la Justice, estime qu'évidemment, il y a eu des violations graves de la Constitution. Il y a eu 4 morts, voilà. Il peut diligenter une enquête. Il peut aussi avoir, de la part du procureur de l'État de Washington, parce que Washington aussi, c'est non seulement la capitale, mais c'est aussi un État. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais le procureur... Il y a l'État de Washington, oui, et il y a le district de Columbia. Voilà, donc le procureur du district, de Columbia peut lui aussi s'emparer de l'affaire et décider de diligenter une enquête et éventuellement mettre en place des poursuites. Mais je pense que ce ne sont pas les seuls ennuis qui attendent Donald Trump après, évidemment, sa sortie lorsqu'il quittera la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier que rien que dans l'État de New York, il est déjà attendu de pied ferme par les autorités judiciaires là-bas pour un certain nombre de malversations financières liées à ces transactions en tant que magnat de l'immobilier. Donc, il faut savoir que toutes ces poursuites-là étaient en quelque sorte suspendues du fait de l'immunité dont jouit Donald Trump du fait de la fonction qu'il occupe à la Maison-Blanche. Mais une fois qu'il aura quitté cette Maison-Blanche, il va redevenir injusticiable comme les autres. Et donc, il y a déjà ce problème-là qui l'attend. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'autres problèmes, d'autres griefs qui peuvent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites. Il ne faut pas oublier, il y a l'affaire du coup de fil au président Zelensky, le président ukrainien, auquel il avait demandé de trouver des éléments qui pourraient incriminer le fils de Joe Biden. À l'époque, Joe Biden n'était encore que candidat à la présidentielle des États-Unis. Donc, évidemment, on avait retrouvé des bandes sonores qui parlent clairement, où Donald Trump demande clairement au président ukrainien de tout mettre en œuvre pour pour trouver des éléments qui pourraient incriminer le fils de Joe Biden, en échange de quoi, les États-Unis n'accorderaient pas la subvention de 400 millions de dollars qu'ils apportent régulièrement à l'Ukraine pour justement faire face à certaines difficultés financières dont elle fait l'objet depuis de nombreuses années. Et donc ça aussi, c'est clairement un crime fédéral, le fait qu'un président en exercice utilise sa position pour essayer de tirer profit de sa propre situation personnelle, parce que Donald Trump était également candidat déjà à sa réélection, à sa succession. Et donc tout ça, évidemment, c'est aussi une affaire qui peut-être, si le ministre de la Justice désigné par Joe Biden décide de s'en saisir, pourrait éventuellement également le poursuivre. Donc, l'avenir judiciaire de Donald Trump, pour moi, après le 20 janvier, sera particulièrement sombre. Mais est-ce que son avenir politique le sera ? Il est difficile de le dire, même si, évidemment, les événements qui sont produits mercredi dernier vont évidemment lourdement assombrir son image, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il a déjà joué toute sa carrière politique sur le clivage de la société américaine.
clivage d'abord au sein du Parti républicain. Hein. Il est venu soutenu par les Tea Party, donc la branche la plus à droite même des républicains. Puis il a joué sur une scission claire et nette du Parti républicain, et ensuite c'est ce qui lui a permis d'arriver à la Maison Blanche, et en jouant à chaque fois sur une scission de la société américaine, en jouant à chaque fois sur une scission aussi bien de toutes ces institutions-là qui constituent le fonctionnement de l'Amérique et qui faisaient justement que ce pays-là soit considéré comme étant une référence en termes de médias, parce qu'il y avait des médias, il y a des médias pro-Trump et il y a des médias anti-Trump. Avant, ce n'était pas aussi visible dans le paysage médiatique. Mais sous les 4 ans de Donald Trump, on a vu des médias comme Fox News qui étaient totalement pro-Trump, même si Fox News a lâché Donald Trump après le 3 novembre dernier parce qu'ils estimaient que ce n'était pas du tout fair play ni démocratique du tout de ne pas reconnaître sa défaite, alors que les résultats sur le terrain disaient que évidemment Donald Trump avait perdu l'élection. Mais durant les 4 années de présidence de Donald Trump, Fox News a été le média par excellence qui a le plus soutenu Donald Trump. Mais vous avez aussi des médias qui ont été totalement anti-Trump, en tête desquels on a CNN. CNN, pendant ces 4 années, ont passé leur temps à chaque fois à détricoter, à démolir, à contester tout ce que Donald Trump disait. Au point où, évidemment, dans la société américaine, en fonction du type de médias que vous suivez, eh ben, on sait si vous êtes un républicain ou un démocrate, un pro-Trump ou un anti-Trump. Et donc ça, c'est ce clivage-là de la société américaine qui a constitué en fait son fonds de commerce politique. Oui. Est-ce que cela va perdurer? Certes, ça va perdurer. Trump sera certes écarté et je ne pense pas qu'il ait un avenir, après les événements qui soient produits mercredi, un avenir qu'il soit particulièrement à son avantage, en espérant qu'il puisse tenter de se représenter en 2024. Pour lui, je ne pense pas. Mais le Trumpisme, le Trumpisme n'est pas mort. C'est tellement bad que même Twitter se permet déjà de verrouiller Trump, quoi. Ils ont bloqué son compte parce que en fait il continuait à tweeter des appels à l'insurrection, des trucs comme ça, et donc Twitter, ils ont bloqué son compte et ils ont fait une communication pour dire que ils ont bloqué le compte de Trump. C'est que ça ne passe plus en fait. Voilà. Alors, au début c'était amusant, mais là c'est clair que c'est plus amusant. Il y a des gens qui lui tournent déjà le dos. Or on s'en souvient que Trump, au plus fort de sa carrure de président, il disait des choses qui étaient très dures sur Twitter. Twitter n'a jamais osé, au grand jamais, le verrouiller d'une quelconque manière que ce soit. Il était président des États-Unis. Non, pas seulement. Et puis aussi, Donald Trump, c'est 88 millions de followers sur Twitter. Donc, c'est clairement quelqu'un qui fait gagner de l'argent à Twitter. Oui, mais tu sais, c'est sous Trump qu'on a mis la pression aux réseaux sociaux. Hein. Oui, bien sûr. Que le gars, là, il est passé devant une commission du Sénat. Bien sûr. Le mec de Zuckerberg. Même si on a réactivé hier le compte de Donald Trump sur Twitter uniquement pour lui permettre de donner une vidéo dans laquelle il a condamné évidemment les violences de mercredi, et il a dit qu'il ne les soutenait pas et que les auteurs des actes de violence, voilà, que l'on a pu voir, qui avaient scandalisé le monde entier sur les réseaux sociaux et à travers les médias, et que si les auteurs de ces actes-là seraient évidemment poursuivis par la justice américaine. Mais évidemment, je disais que Trump, certes, partira à partir du 20 janvier prochain, mais le Trumpisme ne sera pas mort, puisque évidemment, il y a une base électorale qui n'est pas négligeable. Trump, c'est 71 millions d'électeurs, et on estime qu'il y a à peu près dans ces 71 millions d'électeurs-là, lors de la dernière élection du 3 novembre, il y a à peu près 45 ou 50 millions qui adhèrent totalement à sa vision de l'Amérique, qui adhèrent totalement à ses idées. Donc, il y a là un fonds de commerce électoral qui déjà aiguise les appétits de certains autres acteurs politiques, notamment chez les républicains. On peut citer en tête desquels le sénateur, par exemple, du Texas, Ted Cruz, qui est l'un des grands défenseurs, un des grands champions défenseurs de Donald Trump, un des rares qui ont voté, qui n'ont pas voté la certification mercredi, en dépit des violences qui se sont produites
au Capitole. Il faut savoir qu'avant les événements de mercredi, il y avait à peu près une quinzaine de sénateurs républicains, à peu près une centaine de députés républicains qui avaient dit qu'ils n'allaient pas valider cette certification. Mais au regard des événements qui se sont produits, lorsque l'on a réuni le Congrès 4 heures après le début de ces violences-là, eh bien, il n'était plus que à peu près 6 sénateurs républicains et à peu près une vingtaine de députés républicains qui n'ont pas voté la certification. Et donc Ted Cruz fait partie de ces gens-là. Et je pense que à côté de Ted Cruz, il y a aussi tout un petit groupe d'élus républicains, même si je pense que pour l'instant, ils vont essayer de faire profil bas, étant donné évidemment l'émotion extrêmement et la honte suscité par ces images-là et suscité par l'attitude de Donald Trump, mais je ne pense pas qu'ils vont mettre de côté ce type de discours. Au contraire, après que Joe Biden ait pris ses fonctions, ils vont tenter, justement, chacun va tenter de capter au maximum ces voix-là, ces électeurs-là, pour essayer d'en faire également sa base électorale pour une éventuelle reconquête de la Maison-Blanche. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation politique du côté des États-Unis ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. 7h-10h le matin. Da Fresh Morning.